Bon après-midi à tous, bonjour encore. J'ai le plaisir d'être sur scène avec Ayoub Alouane, directeur technique chez Adserios Group, qui va nous présenter une conférence sur les performances web dans les pays en émergence technologique. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, et c'est parti, merci. Test. Françaises, Français, aujourd'hui je décide de m'adresser à vous et vous dire que l'heure est grave et j'ai des mesures à appliquer. Et première mesure, ça sera taxer les développeurs PHP. Alors ça je rigole, mais bon maintenant on commence car on doit exonérer des taxes les devs JavaScript. Ça sera le sujet d'aujourd'hui. Alors je m'appelle Ayoub Alouane et aujourd'hui on va parler de la performance web et on commence. Alors, comme vous savez, nous ne disposons pas tous des bonnes connexions Internet, du fibre optique, du 4G, du 5G. Et quand on parle de perf, ici en Europe ou aux États-Unis, parfois, ça paraît un sujet relevant. Okay, pour des gens, moi j'ai du 5G, je paye 20 €, j'ai tout, 240 gigas, je ne vais pas les consommer. Sinon, j'ai du fibre optique, je n'ai pas besoin de se soucier de la performance web. Alors, en général, on s'en fout. Par contre, on n'est pas tous comme ça. Alors, par exemple, si on voit ce graphe, on a l'Asie-Pacifique, on a le Middle East et Africa, Latin-Amérique, ils n'ont pas accès au 5G, généralement. Et quand on dit qu'ils n'ont pas accès au 5G, généralement, ça reste du 3G dans la plupart des pays. Alors, comment on voit les sites web là-bas, c'est un peu différent. Alors, si vous utilisez du Angular qui envoie du 30-50 mégas de JS et des images de 10 mégas, alors ça devient un peu dur, Il va prendre 1 minute à se charger. Ça, c'est pas bien sûr. C'est pas du bon dev experience. Alors là, on va voir, par exemple, on prend le cas de l'Afrique et on va voir l'Internet Penetration Rate. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a de l'Internet là-bas? Si on voit le world average, on est à presque à 70%. South Africa, Northern Africa, si vous voyez par exemple le Maroc, je suis marocain, il y a le 4G, et je pense que d'ici un an, on aura la 5G. D'accord? Mais si on regarde, par exemple, les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est un peu différent. C'est pas comme ça, d'accord? C'est là qu'on voit le Middle Africa et l'Eastern Africa. Alors, quels sont déjà les outils qu'on utilise pour accéder à Internet, pour utiliser Internet? C'est généralement des téléphones, d'accord? Ce n'est pas des laptops, ce n'est pas des tablettes, mais c'est 75% des téléphones. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il n'y a pas déjà accès à Internet filaire, il n'y a pas du fibre optique. Alors, généralement, on utilise du 3G, d'accord? Et généralement, on n'achète que des téléphones, pas des laptops. Et quand on a des téléphones, c'est différent, ce n'est pas du iPhone, ok? Alors là, on va regarder encore. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Si vous regardez une vidéo YouTube d'1 heure avec une qualité de, on va prendre 480, et si cette qualité de 480, vous la regardez pendant 1 heure, ça va prendre presque 500 mégabytes. OK? Alors, si vous regardez une vidéo par jour pendant 30 jours, ça sera 15 gigabytes. OK? Ici, on voit dans ce graphe le prix d'acheter 15 gigabytes d'Internet, parce qu'on achète ce qu'on consomme, et on voit le minimum wage dans ces pays. Par exemple, si on prend le Burkina Faso, c'est presque la même chose. Alors, vous payez votre salaire pour regarder une vidéo de YouTube par jour. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a des pays comme Cap-Vert, c'est totalement, c'est presque un tiers du salaire. On peut regarder d'autres graphes, comme le Namibie, c'est le prix de 15 gigabytes par Internet par mois. Ça consomme 3 fois ton salaire. Alors, vous allez poser la question, mais pourquoi? C'est nul. Pour la simple raison que c'est totalement commercial. Moi, j'ai essayé quand j'ai regardé ces graphes, je me suis dit, ça c'est faux, ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi on va payer cher pour de l'Internet? Mais c'est totalement facile, pour la simple raison que, si par exemple, ils mettent pas cher, les gens qui vont acheter à ce prix, ça sera eux-mêmes qui vont l'acheter à 1 € par exemple, parce que la majorité, ils ne vont pas l'acheter quand même si tu le mets au prix normal. Alors, quand ils ont vu que ce modèle, ils auront les mêmes acheteurs, ils ont augmenté le prix et ils vont gagner plus. Vous voyez comment ça marche? Et là, on va regarder aussi les types de téléphones utilisés. Généralement, quand j'ai regardé, ce n'est pas des iPhone 15, 16, maintenant c'est 16 Pro Max, c'est ça? Je ne l'ai pas pris encore. Je dois le prendre, je suis désolé.
Alors, je ne sais pas, vous savez, il y a un problème avec l'iPhone, c'est que quand je le change, je ne vois pas le changement, mais je le change quand même. Je vous jure, c'est psychique, mais quand je le change, je mets les mêmes wallpapers, et je regarde, c'est le même téléphone. Mais je dois le changer. Hein. C'est complètement, on est complètement matrixé. Mais moi, je le dis, je suis matrixé par l'iPhone. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, quand on regarde les stats, c'est un peu problématique, car la majorité des téléphones utilisés, ils ne sont pas des iPhones avec des ressources, ils ne sont pas des Samsung avec 12 Go de RAM, mais c'est des téléphones comme Tecno, comme Itel. Qui connaît Tecno? Voilà, génial, frère. Voilà. Moi, je connaissais Tecno, Infinix. Qui connaît Infinix? Voilà, les frères, toujours. Voilà. Allez, là, on connaît Infinix. Et c'est ça, c'est que ce sont des téléphones qui viennent du Chine. J'adore, c'est bien, ça permet à tout le monde d'accéder, ça permet à tout le monde d'avoir un téléphone. On n'a pas besoin d'attendre 24 salaires, 2 ans pour acheter un téléphone. Mais là, avec... on peut prendre un téléphone chinois, sauf que ça sera avec 2 Go de RAM. Et je ne pense pas que c'est une vraie 2 Go de RAM avec des trucs comme ça, mais ça chauffe beaucoup. Mais bon, ça fonctionne. Et pourquoi je vous dis ça? Imaginez que vous faites parce que 75% des gens ils accèdent avec des téléphones. Si vous faites des sites web qu'ils ont besoin de charger 30 MB de JavaScript, des images et tout, et on doit tout exécuter dans le navigateur. Alors, vous pouvez imaginer avec un techno qui ne contient pas beaucoup de ressources, comment ça va chauffer, hein? Batterie qu'on va consommer et durée de vie. Sauf que, sincèrement, la durée de vie de ce genre de téléphone, ça dure. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Ça dure entre 3 à 5 ans, mais un iPhone, ça dure 1 an, car tu as besoin de racheter un autre. Alors, là, pourquoi? Ça je n'ai pas trouvé une belle image que Sisyphe, qui essaie toujours d'optimiser JavaScript, d'optimiser les images, d'optimiser la perf. Mais ce que j'ai essayé de faire dans les slides précédents, c'est de vous présenter déjà, comme ça on aura une idée de ce qui existe dans le monde. C'est que le monde, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement la Suède, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais il y a aussi un autre monde. Et c'est comme, par exemple, ce qu'on a fait quand on a inventé le téléphone tactile et tout, on n'a pas, par exemple, suivi les non-voyants. Vous voyez ça? Ce n'est pas vraiment inclusif. Alors, un non-voyant, comment il va manipuler? Alors, dans l'évolution technologique, on n'a pas suivi tout le monde. Ça, c'est un problème. Alors, dans ce qu'on fait dans les frameworks JavaScript, par exemple, quand on s'est dit, on va faire du Angular, du SPA, on charge tout le JavaScript, donc client-side, c'est bon, c'est génial, cool, ça fonctionne. Oui, mais ce n'est pas toujours bien. Parce que ça ne va pas permettre à d'autres personnes d'accéder à nos sites web, parce que ça sera coûteux, parce que ça va consommer beaucoup, soit de leurs ressources matérielles, soit de l'argent, car ils doivent acheter de l'Internet qu'ils vont consommer. Alors, maintenant, on va parler d'un autre truc. OK. Il y a le cas qu'on s'est dit qu'il y a vraiment des gens qui doivent accéder à Internet, ils doivent avoir un bon accès. Par contre, il n'y a pas que ça. Vous avez les Core Web Vitals, vous avez Google Search. Si vous n'avez pas une bonne expérience utilisateur, vous n'allez pas pouvoir être bien ranké dans la page de Google Search. Si vous avez un site web pourri, lui, il va regarder les scores de votre site pourri et il ne va pas le mettre dans la première page. Pourquoi vous avez besoin de mettre ça dans la première page? Pour la simple raison que vous voulez vendre. Vous avez un site e-commerce, un truc à montrer, vous voulez vendre quelque chose. Et on est dans un monde capitaliste. On veut vendre. C'est génial, c'est comme ça, on l'accepte, on doit s'adapter. Et ça nous aide à s'adapter pour vendre plus, car les gens ils doivent consommer plus. Alors on doit avoir une bonne expérience utilisateur pour qu'ils consomment encore plus. Alors, là, j'ai demandé à Dali de me faire une image d'un Marocain qui attend un couscous. C'est ce qu'il m'a généré. Et je lui ai pas demandé de me générer un couscous, tout simplement parce que je ne trouve pas un couscous mieux de ce qu'elle me fait toujours ma femme. C'est celui-là. Alors ce que je vous présente ici, c'est un couscous original. Ça veut dire quoi, un couscous original? Ça veut dire un couscous marocain. Je suis désolé pour les Algériens et les Tunisiens, mais c'est comme ça. Hein.
Alors, pourquoi j'ai cette image et j'ai le mec qui attend toujours? Pour la simple raison, si vous voulez manger un couscous, marocain bien sûr, et vous cherchez un petit restaurant, et le mec au restaurant vous dit, vous devez payer 250 € pour le couscous, et vous devez attendre 2 heures. Bon, pour les 250 €, c'est un couscous marocain, vous les payez s'il vous plaît. Ça mérite, ok? Par contre, 2 heures, c'est beaucoup. Normalement, un couscous, il prend 1h30 pour le préparer, mais vous êtes dans un restaurant, normalement, il doit faire beaucoup de choses avant, comme ça, il vous sert rapidement. Alors ça, ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez sortir, soit vous allez rester et vous n'allez pas revenir une autre fois, soit vous allez écrire des bad reviews sur Google, soit vous allez parler à vos amis, leur dire « Il ne faut jamais fréquenter ce restaurant, il est pourri, il veut me vendre un couscous à 250 € et je dois attendre 2 heures. » Ben, ça, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Peut-être que vous allez chercher un autre restaurant à côté et vous allez le trouver, qui vous offre le même couscous marocain, avec une bonne qualité à, par exemple, 13 €. Bah, vous allez choisir l'autre, bien sûr. Et c'est ça l'expérience utilisateur, même dans le web. Si vous avez un site web, si par exemple vous voulez acheter un billet d'avion, pour attendre, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je veux acheter un billet d'avion, généralement, je pense que la majorité des sites ils sont faits avec des frameworks SPA, et ça attend 20 secondes, parfois 10 secondes pour qu'ils chargent tout. Et quand vous trouvez un site parce que quand attendre 10 secondes dans notre monde, c'est beaucoup, hein? On veut faire rapide, vas-y. Et là, quand tu l'ouvres, tu veux acheter, tu attends, alors je vais regarder YouTube, je vais regarder ça, et tu oublies. Et l'autre fois, quand tu vas chercher, tu vas dire, attends, l'autre site, ça a pris du temps, je cherche un autre. Et c'est ça l'expérience utilisateur. C'est même dans le web, c'est la même chose. Alors, ça c'est le couscous. Ouf, j'ai faim, je vous jure que j'ai faim, j'ai vraiment envie de le manger, mais bon, juste une petite précision. On ne fait jamais un couscous avec du merguez, ça se fait pas, je suis désolé, mais ça se fait pas. Quand la première fois, quand je suis venu en France, et j'ai commandé un couscous dans un resto, c'était à Noisy-le-Grand. Déjà, quand j'ai vu le resto, j'avais un peu de doute. J'avais un peu de doute, tu vois, car je me suis dit, alors, je ne vais pas dire pourquoi, mais bon, j'ai commandé le couscous, alors déjà on me sert le couscous, il n'est pas comme ça, parce que je dois faire le travail moi-même, de mélange, ça se fait pas, on prépare tout. Bon, et on m'a servi des merguez, et là, j'avais un choc culturel, je vous jure, moi qui viens du Maroc, c'est la première fois que je sors du Maroc, et là je trouve un couscous avec du merguez, je vais trouver encore quoi dans ce pays, un couscous avec merguez, ça c'est... Bon. Alors là, on a Google. Google, pour linker vos sites web, pour voir est-ce qu'ils ont une bonne expérience utilisateur, ils font quoi? Ils ont des métriques. Ça veut dire des trucs pour regarder vos sites et dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. On a un truc qui s'appelle Largest Contentful Paint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il traque votre site web, il voit l'élément le plus large. C'est une image, il est la plus large dans votre site, il prend l'LCP, il prend cette image, et il voit, elle va prendre combien de temps pour se charger. D'accord? C'est ça. Si l'image il dépasse 4 secondes, je suis désolé, le site est pourri, je m'en fous de votre site web. Si l'image elle prend moins que 2,5, ça c'est bien génial. D'accord? Il y a d'autres métriques, par exemple, comme Cumulative Layout Shift. C'est quoi le Cumulative Layout Shift? C'est très très simple. Regarde, j'ai essayé de tester Financial Times, je rentre, je trouve cette page. OK? C'est cool, c'est génial. Je veux cliquer sur Subscribe et là, j'ai une ad qui s'affiche. Ça, ce n'est pas une bonne expérience utilisateur parce que, pour la simple raison, on le fait exprès pour que toi, tu cliques sur cette ad et ça fonctionne pour eux. Et ça, Google aussi le détecte. Parce qu'il détecte quoi? Il détecte que votre page, il bouge. Et quand il bouge, ce n'est pas une bonne expérience utilisateur car l'utilisateur veut cliquer ici, et il ne trouve pas ce qu'il veut. Okay? Et ça, Google, il a une métrique pour le voir, et quand c'est pas bien, il score ça, et quand c'est pas bien, le site est pourri, je ne vais pas le mettre dans la première page. Ça, OK. On a aussi le FID. C'est quoi le FID? Alors, généralement, est-ce que vous n'avez pas expérimenté ça? Parfois, vous cliquez sur un bouton, il ne fonctionne pas, et après, 1 seconde, 2 secondes, ça fonctionne. Ah, c'est bien. Mais pourquoi? Parce qu'on a affiché le bouton. Par contre, ça prend du temps pour charger le JavaScript et pour que ça soit fonctionnel. Ça aussi, ce n'est pas du bon user experience. Pourquoi? Parce qu'on fait semblant qu'on a optimisé, mais on n'a rien optimisé. D'accord?
Et ça, Google le voit aussi. Et il score votre site web sur ça. Alors, est-ce qu'on a commencé comme ça? Dès le début, on avait les Core Web Vitals, on dit, voilà, on doit optimiser. Au début, on s'en foutait royalement. Voilà. C'est bon, on fait le site web. Si on est capable déjà de livrer un site web avec du jQuery et du PHP, c'est déjà génial. Qui a fait du jQuery? Ah oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'était dur ou pas? Bon. Alors, j'ai demandé à Grok de me générer une image. C'était une image de quoi? Qu'est-ce que je lui ai demandé, à votre avis? Génère-moi une image d'un développeur PHP qui code, tu vois. Et c'était... Bah, je rigole. Je rigole. Bon, si je dis ça, si juste je rigole, car moi, j'ai commencé déjà à faire du PHP dès le début. Moi, j'ai fait une formation de télécom. Je suis sorti de l'école, tout heureux, je suis ingénieur en télécom, je vais trouver un boulot. Par contre, je ne l'ai pas trouvé pendant 6 mois, c'était un peu galère. 6 mois, c'était pour moi déjà beaucoup. Alors, j'ai fait une petite, on ne va pas dire une vraie conversion de carrière, car je faisais du Java avant dans l'école. Alors, j'ai commencé à coder un petit peu. Pourquoi j'ai décidé de faire déjà du dev? Pour la simple raison que le seul module que je validais à l'école, c'était Java. Tout passe en rattrapage. Et je me suis dit, peut-être que je ferai un bon développeur, et j'ai décidé de faire l'informatique, et j'ai commencé à développer en PHP, j'ai commencé avec Codeignator. Qui connaît Codeignator? Génial, j'ai commencé avec Codeignator, un peu Laravel, Symfony, juste un petit peu, et je déclare les variables, je mets une fois array, une fois string, mes variables, je m'en fous, je code, ça fonctionne comme ça, c'est pour ça que j'aime bien du PHP. Alors... C'est pour ça que j'ai fait ces images, car je sais très bien ce que j'ai fait dans le projet sur lequel j'ai travaillé, les pauvres. Mais j'ai commencé, moi, je ne savais pas, j'étais en train de faire quoi, mais bon. Déjà, j'étais payé le prix de faire ce que j'ai fait, mais bon, je l'ai fait. Je ne me cache pas, j'ai pas de regret. Bon, après, on s'est dit un truc très, très simple. On a du jQuery, on a du PHP, les gens, ils galèrent. Ah, c'est galère de faire du jQuery, c'est galère de coder ici, coder le client-side, coder le server-side. On ne sait pas est-ce que ça c'est du server-side ou c'est du client-side. Ah non, il faut regarder ce que l'utilisateur est déjà sur cette page, on lui affiche ça, on lui affiche ça. Ça, c'était compliqué. Un jour, le créateur d'Angular, il était à Google, on lui a demandé une tâche sur Toolkit, et là il s'est dit c'est un peu trop pour moi, je vais essayer de faire un outil pour le faire rapidement, et vite, voilà. Ce qu'il a fait, il a fait AngularJS. On peut dire qu'AngularJS était le premier framework qui était totalement un vrai SPA, un vrai single page application. Avant, il y avait du Backbone, il y avait du Knockout, je ne me rappelle pas. Mais c'était plus proche de jQuery que proche d'un vrai framework qui contient tout comme AngularJS. Bon, alors comment ça a commencé? À partir de SPA, Single Page Application, comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand vous utilisez par exemple Angular, pourquoi je parle beaucoup d'Angular? Car moi je fais du Angular. Quand on livre l'HTML, l'SPA, c'est très simple. On a un fichier HTML vide qu'on livre après, et après on demande le JavaScript. Alors la page, elle est vide. C'est pour ça qu'on a toujours des blank pages dans nos sites web, et on attend pendant 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'on doit télécharger tout le JavaScript du site, parce que c'est du SPA, tout est dans le client-side, il faut attendre. Alors là, on a téléchargé notre JavaScript qui contient 30 mégas. Maintenant, on doit l'exécuter. Il faut attendre encore. Et là, on l'exécute, on fait le rendering et on a notre page qui est interactive et fonctionnelle. On s'est dit quoi? On s'est dit que c'est dur, qu'on doit travailler sur ça, qu'on doit optimiser. Alors, par exemple, dans le cas d'Angular, ils ont fait quoi? Ils ont fait un truc qui s'appelle Angular Universel. Qui connaît Angular Universel? Très bien. Alors, je l'ai su à partir du mec qui a fait Angular, et j'ai rencontré un mec qui était dans l'équipe d'Angular Universel. Il m'a raconté quoi? Alors, je vais vous expliquer d'abord c'est quoi le hydration. Ça sert à quoi d'avoir le hydration dans vos sites web? Faire du SSR. Tout simplement, quand on envoie de l'HTML, on ne voit pas un HTML vide. On envoie un HTML qui contient ce qu'on doit afficher. D'accord? Alors, on affiche la page, par contre, la page, elle n'est pas interactive, elle n'est pas fonctionnelle, c'est juste on l'affiche. C'est ça le problème de l'FID de Core Web Vitals de Google, ok? Et là, on doit attendre encore du JavaScript, on attend de l'exécuter, et là, on fait la réconciliation, et on peut avoir notre page qui est fonctionnelle, interactive, tranquille. Ça, c'est génial, mais on n'a rien optimisé. C'est juste on a essayé de tricher un peu.
Est-ce que même il m'a expliqué, le mec d'Angular Universel, il m'a dit, ce qu'on faisait, c'est que quand on envoyait le HTML, on l'affiche dans le DOM, dans les nodes. Quand on reçoit le JavaScript et on va l'exécuter, on supprime DOM. On détruit le DOM et on envoie, on installe un autre DOM pour l'utilisateur. C'est des vraies microsecondes, mais l'utilisateur, il ne voit pas que déjà la page elle est supprimée et il y a une autre page qui est affichée. Ils l'ont fait de cette façon manuellement. Après, ils ont essayé d'optimiser ça et faire quoi? Faire la réconciliation. C'est qu'ils ne suppriment pas le DOM totalement, mais ils prennent les JavaScript et ils font un petit peu de... Comme ça, ils jettent du JavaScript sur le DOM et comme ça devient interactif, tout simplement. Moi, j'ai essayé d'expliquer avec les termes que j'ai compris. Voilà, c'est ça, c'est totalement ça. Est-ce que moi, j'ai mis les mains dedans? Sincèrement, non, je n'ai pas mis les mains dedans. Pour moi, c'est trop compliqué. Moi, déjà, je n'utilise pas Vim, j'utilise que VS Code. Alors, je suis un peu limité à ça. C'est ce que je comprends, OK? Ça, c'est les devs de Rust. Quand j'ai commencé à fréquenter un peu les... Qui fait du Rust? Ben, génial, on est entre nous, tranquille. Quand j'ai commencé à fréquenter les mecs qui font du Rust, c'est toujours du Vim, des trucs que tu vois rien, tu vois que... C'est trop geek pour moi. Moi, quand je voulais faire du Rust, j'ai utilisé VS Code. Et j'avais toujours honte. Je n'arrive pas à montrer que je fais du Rust, car j'utilise... Et quand j'ai cherché sur Vim, j'ai trouvé qu'il faut attendre pour apprendre. C'est pas comme ça, tu viens, tu codes. Déjà, quand tu rentres, tu n'arrives pas à sortir. C'était toujours mon problème. Bon, c'est galère. Alors, là, on va faire quoi? Pourquoi ça fonctionne? C'est bon. Là, on va faire quoi? Alors, c'est quoi le résultat d'utiliser du single page application et c'est quoi le résultat d'envoyer beaucoup de JavaScript? Alors, imaginez, vous avez une application web qui contient beaucoup de graphes, des trucs à afficher, plusieurs pages, et dans chaque page, il y a des graphes, il y a des tableaux, il y a des images. C'est quoi le problème de ça? C'est que vous devez tout envoyer au début. Ça, c'est un problème. Alors, c'est quoi le cœur du problème? Car maintenant, tous les utilisateurs, ils demandent beaucoup d'interactivité dans leur site web. Alors toi, tu fais des boutons pour faire le boulot, et tu dis, non, moi j'ai besoin d'un bouton pour faire ceci, cela, je dois cliquer ici, le trouver ici. Alors, on demande beaucoup de choses. Et quand on demande beaucoup d'interactivité, on a besoin de beaucoup de quoi? De JavaScript. Et quand on a besoin de beaucoup de JavaScript, on a besoin de télécharger beaucoup de JavaScript, on a besoin d'exécuter beaucoup de JavaScript, et on a besoin de faire un process de réconciliation ou de hydration qui va prendre beaucoup de temps. Alors avoir beaucoup d'interactivité, ça demande d'avoir beaucoup de JavaScript, et ça va impacter notre performance. Ça ne fonctionne pas bien. Alors, on s'est dit quoi? C'est pour ça que vous voyez toujours, il y a React ça, React 18, React Next.js, il y a Remix, il y a Astro. Pourquoi? Parce que les gens, ils essayent d'optimiser un peu, d'accord? Ils essayent de faire un boulot. Et ça, c'est bien pour nous, car on aura toujours des migrations à faire, du boulot, du travail. Même si ce n'est pas facile, mais bon, tu as déjà du travail, même si tu as livré ton projet, tu auras des migrations à faire. Et les migrations, c'est cool quand c'est une migration qui casse tout. Là, tu travailles, tu bosses. Bah, c'est bon, c'est génial, je suis désolé, mais j'ai dit le secret. Bon. Ah, je sais. Bon, c'est ça le boulot. Et c'est génial, on est le seul métier qu'on a quelqu'un qui teste après ce qu'on fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est qu'on sait très bien que vous n'allez pas faire le boulot comme il faut, tu vois. On a quelqu'un qui va tester, qui va regarder ce que vous l'avez fait. Et vous ne l'avez pas bien fait. C'est pas grave, vous corrigez. Et ça sort encore. Il y a un autre bug. Oui, vous pouvez corriger ça. Mais comment on arrive à vraiment faire comprendre ça aux clients? Ils sont convaincus que c'est pas grave, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des bugs. Sinon, si tu veux faire, par exemple, un avion, tu n'as pas le droit, tu vas pas faire. Non, ça a tombé. Non, ça ne doit pas tomber si tu aimes mettre ça. Non, ça doit fonctionner. Tu n'as pas droit à l'erreur. Par contre, nous, tu as l'environnement en local, tu as l'environnement dev, tu as le pré-prod, tu as la qualité, je ne sais pas quoi, tu as le prod. Et quand tu passes au prod, vraiment, on a généré plus que 120 bugs. Et c'est pas grave, tu les corriges, ça rentre dans le budget aussi. Ça, je ne comprends pas comment on est arrivé à faire ça, mais c'est génial, bien sûr. Je suis heureux. Les gens, ils sont tolérants, mais ça fonctionne. Alors, là, on a parlé du single page application, on a parlé aussi de l'hydration, essayer un petit peu d'optimiser. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour aussi présenter des vraies solutions, à mon sens.
on va parler de la résumabilité. Alors, comment ça fonctionne? Alors, comme on a expliqué avant, on envoie du HTML, on affiche la page, mais elle n'est pas fonctionnelle, mais on la voit. On attend de télécharger JavaScript, on l'exécute, et après on fait le process de réconciliation, ce qui est bien. Par contre, comment fonctionne ce nouveau principe qui s'appelle la résumabilité? C'est très très simple. Tu envoies l'HTML, tu as la page, elle est interactive, tu n'as plus besoin de JavaScript, c'est bon, on a fait le boulot, on va chiffrer 250 jours, mais on va travailler que 3 jours. Bon. Bon, je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour la simple raison que la résumabilité, elle fonctionne comme ça. Quand les clients, l'utilisateur, il interagit avec un élément dans la page, là, on essaye de ramener le JavaScript nécessaire à cette interaction. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'on ne va pas livrer tout le client-side, qu'on va seulement livrer des chunks. Ça veut dire qu'on va diviser tout ce qu'on fait, comme ce qu'on fait avec le lazy loading. Par contre, le lazy loading, si le component il est affiché, il va télécharger quand même le JavaScript. Hein, ça ne sert à rien. Ça sert pour des pages qu'on n'affiche pas. D'accord? Là, on a la résumabilité. Ça fonctionne de cette façon. C'est que on divise notre application avec un compiler. On n'a pas un seul bundle.js, mais on a beaucoup de fichiers JavaScript pour chaque interaction de l'utilisateur. Et là, on envoie ce que l'utilisateur veut, mais seulement on exécute. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Très, très simple. Au début, quand l'utilisateur il affiche la page accueil, par exemple, l'accueil, il y a 3 boutons. Il y a alors 3 interactions. Alors, il y a 3 fichiers JavaScript. On livre les fichiers JavaScript divisés, mais on n'exécute rien. On livre que ces fichiers et on les met dans le cache. En utilisant un service worker, on cache ces fichiers, mais on n'exécute rien. Par contre, dans les autres frameworks, avec les autres méthodes, on exécute tout ce qui est affiché. Alors là, on envoie seulement ce qui est affiché, les chunks qui sont affichés, mais on n'exécute rien. Et quand l'utilisateur il va interagir avec ce bouton, là, on va exécuter le JavaScript nécessaire. Alors, je vais vous montrer ça dans un démo très, très simple. Alors, là, c'est ça la résumabilité, c'est qu'on envoie seulement ce qu'on a besoin et ce que l'utilisateur a besoin. Alors, imaginez maintenant, vous avez une application web très compliquée, il y a beaucoup de graphes, il y a beaucoup de pages. Ben, ça, c'est génial, car même si vous ajoutez beaucoup d'interactivité, l'utilisateur il va exécuter seulement ce qu'il a besoin et il va télécharger seulement ce qu'il a besoin dans cette page. Ben, si on a besoin de plus d'interactivité, on a besoin de plus de JavaScript, mais on n'a pas besoin de l'exécuter, on n'a pas besoin de tout télécharger. C'est pour ça qu'on va garder une bonne expérience utilisateur et aussi une bonne performance de notre application web. Là, on va passer aux démos. Alors, c'est la partie la plus difficile pour moi, car toujours j'ai ce problème de « ça ne va pas fonctionner ». Bon, alors ce que j'ai fait ici, ça, j'ai oublié de vous présenter un truc. Alors, résumabilité, elle est dernièrement promu par un framework qui s'appelle Quick. Qui a déjà entendu de Quick? Génial. Alors, Quick, il était fait par le mec même qui a fait Angular. D'accord? Il a fait AngularJS, il a trouvé que c'est compliqué en 2016, il a migré vers Angular 2, c'est ça, 2016, si je me rappelle bien. Il a fait du component. Après, il a dit « Ah, ce que j'ai fait n'est pas bien. Ah, je n'ai pas aimé ce que j'ai fait. » Pourquoi? Parce qu'il a trouvé déjà un framework qui s'appelle Wiz chez Google. Et ce framework, il utilise cette résumabilité qu'on a présentée. Et c'est avec ce framework qui s'appelle Wiz, avec ce framework fonctionne le Google Search. Il utilise Wiz pour afficher ça. C'est pour ça que quand vous voyez, vous mettez quelque chose, parfois vous avez même des images dans le Search, vous avez des events, vous pouvez avoir beaucoup de trucs. Ce qui est utilisé, c'est le framework Wiz. Par contre, il y a un problème. C'est que ce n'est pas un vrai framework. C'est des classes. C'est vraiment des trucs distribués dans des applications qui existent déjà. Alors, si vous voulez faire un truc avec Wiz, vous devez prendre des classes, vous devez essayer de faire ça manuellement, et c'est très dur pour un développeur comme moi, average developer. Alors, il m'a expliqué lui-même que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il a vu que peut-être on doit avoir un framework qui utilise la résumabilité. Par contre, il doit être facile. Ça veut dire quoi facile? Ça veut dire qu'il utilise JSX comme React, c'est un framework normal, tranquille, tu viens, tu codes, tu es à l'aise. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est Quick. Ça, c'est un projet Quick que j'ai généré. Ici, j'ai créé, il y a les routes. Ici, j'ai créé une simple route. Alors, je viens ici, je déclare un
components, bah, c'est très très simple. On a le component ici. Vous voyez bien le code ou pas? Attends. Non? Maintenant? Bah, je ne pense pas que je vais faire plus que ça. Alors, bon, on a maintenant le component. Pourquoi j'ai écrit const? Je ne sais pas. Hein. Imaginez si je n'ai pas regardé ça. On va passer 5 minutes à voir pourquoi ça ne marche pas. Je vous jure, j'ai oublié. Ah, bizarre. Là, j'ai notre route. Voilà. Alors, quand on affiche notre application, il n'y a rien, il n'y a déjà pas d'interactivité. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit bouton qui fait quoi? Qui fait console devfest et qui affiche quoi? Qui affiche un simple, qui fait quoi? Donc, il veut faire un simple console log. Et ce console log, il fait quoi? Alors, on fait console log de couscous et marocain. Oh, je suis désolé. Non. Alors là, on voit, j'ai mis -8 pourquoi je commence à parler anglais? Parce que dans la prod, on n'aura pas ces fichiers vite, c'est utilisé en mode dev. Et là, on a les fichiers qu'on va avoir en prod, d'accord? Et on a quoi? On n'a rien. Vous voyez avec moi, on n'a rien. On n'a pas un bundle.js qu'on va télécharger, qu'on va exécuter, qu'on va faire. Par contre, on regarde ici le console, il est vide. Quand je vais cliquer ici, je vais avoir un petit fichier JS qui contient cette console log. Et quand on va regarder le console log, on va trouver ce qu'on a fait en console. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un deuxième bouton. Très, très simple. On va faire le couscous. Alors, couscous, il s'appelle couscoussi et tunisien. Alors ça, c'est pas du couscous, mais il l'appelle couscoussi. On va appeler ici console nonce, ok? Alors, je vais faire comme ça. On a deux interactions, deux boutons, mais on n'a pas de JS. On commence avec rien. Et on va construire quelque chose. Bon, quand on va cliquer sur devfest, console devfest, on a le network, on va télécharger on va exécuter le fichier nécessaire pour cette interaction. Et quand on va, regardez avec moi ici, quand on va cliquer sur console nonce, on va prendre l'autre qui va exécuter cette interaction. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que toute l'application, elle est built-in lazy loading. Même si c'est affiché, elle est en lazy loading. On ne va rien exécuter tant que l'utilisateur n'a pas interagi avec ça. Si tu n'as pas interagi avec quelque chose, on ne va pas le prendre, on ne va pas l'exécuter. Si tu interagis avec ce bouton, là, on va faire le boulot nécessaire. Très, très, très bien. Alors, là, on est bien. On va essayer de compliquer un petit peu. Alors, je vais créer un simple signal. Alors, je vais faire un count. Et là, je vais utiliser un use signal. Il est où? Il est là. Et je vais lui dire 123. Alors, attends, avant de faire le signal, j'ai oublié de vous montrer un truc simple. Ici, j'avais un component clock. C'est quoi ce qui est différent? Car j'ai oublié de vous montrer un truc. Parfois, on a des composants qu'on a besoin d'exécuter dès le début. D'accord? Exemple. Alors ici, je vais faire appel à ce clock. OK? Voilà. Alors, si on regarde maintenant, on a quelque chose. Vous voyez avec moi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exécuter le clock, OK, ici. Parce qu'on doit l'afficher. C'est normal. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est normal. Là, ce que je vais faire, c'est que, imaginez un truc très très simple. C'est que je vais mettre ça ici, le clock, je vais la mettre ici. Imaginez que ce clock, il n'est pas visible au début. On n'aura rien. Mais dans le clock ici, j'ai utilisé un truc qui s'appelle useVisibleTask. Ça veut dire s'il n'est pas visible, bah, tu n'exécutes rien. Si l'utilisateur ne va jamais scroller pour aller voir ce graphe, pourquoi tu vas exécuter tout le JavaScript nécessaire pour ça? Et là, quand il va scroller, il y a la magie. On va trouver les fichiers. Là, il va aller chercher les fichiers et les exécuter. Alors, on refait ça encore. On descend, il n'y a rien, c'est génial, j'adore. Voilà, on a les fichiers. Là, on a les fichiers nécessaires pour l'exécution, et là, on a le framework. On a Quick, on a ce qui est nécessaire pour exécuter l'useVisibleTask
Pourquoi? Parce qu'avant, quand on utilisait des console log, le framework il comprend bien qu'on n'a pas besoin d'une fonctionnalité du framework. On n'utilise que des simples console log. Alors pourquoi il va exécuter le framework? Ce n'est pas nécessaire. Lui, il le comprend. Mais là, quand il a vu qu'on a besoin d'une fonctionnalité qui s'appelle useVisibleTask, il a compris que là, on a besoin des fonctionnalités des frameworks, il l'a exécuté. C'est génial comme solution. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors là, je vais faire le signal. Alors, je vais créer un count, un simple count. Et pourquoi tout ça fonctionne de cette façon? Parce qu'il y a le $sign. C'est le $sign qui parle avec le framework pour lui dire tout ça doit être en lazy loading. Même quand je fais le clic, il y a le $sign aussi. C'est pour dire au framework que ça, elle est en lazy loading. Le terme le plus exact que je trouve, elle est en lazy execution. C'est qu'on ne l'exécute pas maintenant, mais quand l'utilisateur il aura besoin. Là, je vais créer un simple const. Et là, je vais mettre 2, 3. C'est bien. Et là, je vais ajouter un bouton, un simple bouton qui va faire un simple add. On clique. Et là, il va faire quoi? C'est très très simple. Alors là, il va faire une count value plus. C'est génial. Par contre, on va faire quoi? On va venir ici. On va utiliser un H1. On va appeler le H1. On va lui dire fais le count. On va lui dire fais value. Et là, on a tout qui est là. On n'a rien encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas interagi avec le bouton. Là, quand on va cliquer sur Add, il va exécuter les fichiers nécessaires. Et là, on aura le Add qui fonctionne. C'est génial. C'est toujours tranquille, même si c'est un peu complexe. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre bouton pour un petit peu compliquer encore les choses. Je vais lui dire, on clique là. Je vais définir un truc très très simple. Alors, je vais lui dire, si le count, la valeur du count, elle est plus que 125, là j'ai besoin que tu fais un console log. Attends, j'ai fait quoi? Un console log de, je vais l'appeler expensive, parce que c'est un truc, quand je mets des console logs, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a du traitement métier, il y a beaucoup de traitements, il y a des calculs, il y a des trucs à regarder. Par contre, on n'a pas le temps pour coder une application, on va faire un petit console log. On est bien d'accord? Alors, on a le console log expensive ici. Mais on va faire ce console log seulement si le count il est plus que 125. D'accord? Génial. Alors, on va revenir. Alors, je ne l'ai pas appelé, je vais l'appeler ici expensive. Alors, on va venir ici, on va lui dire clique sur expensive. Est-ce qu'il a affiché quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que le count il est moins que 125, on est bien d'accord? Mais il a téléchargé un code qui n'est pas nécessaire. Est-ce que tout ce traitement métier, on a besoin de ce traitement maintenant? Si on n'a pas ce cas, pourquoi on va l'exécuter déjà? On n'a pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est très très simple. Tu vas venir ici, tu vas définir une fonction, et là, tu vas créer cette fonction qui fait ça. Tu fais le wrapping de cette façon. Tu appelles le $sign pour dire à Quick quoi? Au framework Quick, pour lui dire, ce ligne, j'ai besoin de faire le lazy execution. Et là, on appelle le $sign, on vient ici et on appelle notre fonction. Et quand on va revenir à notre code, on va cliquer sur expensive, on n'aura pas le console log. On n'aura qu'un link qui pointe sur un autre fichier qui contient le console log. Regardez avec moi, il y a 3 fichiers, je fais le add, j'ai le 126. Maintenant, quand je vais cliquer, je vais avoir le console log ici. Et là, il va prendre le console log, il va le donner à cette fonction. Imaginez derrière, il y a beaucoup de traitements à faire. Il y a du code JavaScript. C'est beaucoup, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a juste besoin de faire une fonction, appeler le $sign, et ça fonctionne. Génial. C'est ça du lazy execution. On peut faire ça tranquille. Il n'y a pas un coût pour le développeur. D'accord? Bon, un jour, il y a le client qui vient, qui vous dit,
désolé, mais j'ai besoin d'évoluer ce code. Vous devez faire un chiffrage. Vous chiffrez bien sûr 250 jours hommes et vous dites que ça va prendre du temps. Pourquoi? Pour la simple raison que ce traitement, on ne peut pas le faire du côté client-side, mais on a besoin de le faire en serveur, alors on va faire du refactoring. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Quick, c'est un framework full stack. Il n'est pas fait seulement pour faire du front-end, mais c'est pour faire tout, pour faire du full stack. C'est comme Next.js. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Maintenant, vous avez beaucoup de traitements métiers que vous faites toujours des validations, je ne sais pas quoi, vous faites toujours dans le front. Et maintenant, vous avez décidé de le faire en back-end, dans le côté serveur. Ben, c'est facile. Vous appelez une petite serveur. Vous venez ici, vous pouvez définir la fonction. Ici, vous pouvez venir définir la fonction result. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Je ne pense même pas qu'on a besoin de faire ça. Et là, on ajoute le serveur. On vient ici. On appelle le expensive. On n'aura rien ici. On n'aura rien ici. Par contre, quand on add, on a plus que 26. On clique expensive, on l'a dans le serveur. Alors, on a fait bouger tout ce qu'on faisait dans le côté client au côté serveur. Alors là, il y a des trucs sécurité. Est-ce que c'est sécurisé? Bien sûr, c'est sécurisé parce que tout ce que vous écrivez ici dans le server-side, il est dans le server-side. Le client, il ne va jamais le voir. On peut l'exécuter dans le serveur. Alors, il y a un truc. Le client, il va demander de retourner un résultat. Ben, ça, c'est aussi très, très simple. Alors, vous allez faire comme ça. Là, on va faire le console log dans le côté server-side. Et là, on va appeler une simple return. Et on va returner résultat. OK? Résultat. Est-ce que je l'ai bien écrit? Je ne sais pas. Bon, je vais faire const. Ici, wait, le function, response. Et là, parce qu'il doit attendre, bien sûr. Et là, on va faire un console log result. OK? C'est génial. Non, pourquoi j'ai fait result? C'est res. Génial. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que quand je clique, j'ai rien ni ici, ni ici. Par contre, quand je vais avoir 128, quand je clique, j'ai l'expensive ici et j'ai dans le client-side result. Alors là, on peut jouer tranquillement avec les fonctions. Il faut juste... Ça peut être un petit peu nouveau paradigme pour coder, mais ça devient beaucoup plus facile. D'accord? Bon, maintenant, je vous ai montré clock, comment ça fonctionne, use visible task. Je vous ai montré les signals. Je vous ai montré le lazy execution et comment ça fonctionne quick. Et là, c'était mon talk. Merci beaucoup. Merci Ayoub. On a encore le temps de faire quelques questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui. Et les bénévoles arrivent. Ah, derrière vous. Oui, merci pour la présentation déjà, c'était super intéressant et marrant. Est-ce qu'on peut espérer voir apparaître ça, ce genre de fonctionnalité pour d'autres frameworks comme Vue ou React? Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à utiliser Quick, je me suis dit que ça sera un vrai coup pour les autres de faire des migrations peut-être ou de commencer déjà par Quick. Parce que quand on commence déjà avec un nouveau framework, il y a toujours ce doute qui s'installe. Est-ce que tout existe? Est-ce qu'on aura tout l'écosystème des composants? Est-ce que quand on utilise par exemple React, tu as tous les composants qui existent, tu n'as pas besoin de coder beaucoup de trucs? Bon, par exemple, pour Quick, on a un truc qui s'appelle Quickify React. C'est quoi Quickify React? C'est que si vous avez une application, si vous avez des composants React comme ça, que vous utilisez toujours dans votre application React, vous pouvez juste appeler une fonction qui s'appelle Quickify React dans Quick, et là, il va convertir ce component en Quick. Et là, vous pouvez utiliser tout l'écosystème existant de React. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que ce concept de la résumabilité, on peut l'avoir par exemple dans Angular, et dans React, dans Next, je ne sais pas. J'avais une petite conversation qui était l'année dernière dans les coulisses du team d'Angular. Ils l'ont dit maintenant publiquement, ils ont commencé à explorer, intégrer la résumabilité dans Angular.
et avoir ce même fonctionnement. Par contre, est-ce qu'il y avait des tentatives avant? Oui, même par le créateur d'Angular, c'est lui qui a fait l'étude d'essayer d'intégrer la résumabilité dans Angular. Il a trouvé qu'on aura besoin de casser beaucoup de choses pour le faire et ça sera coûteux. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller faire un nouveau framework pour ça. Par contre, la team existante maintenant, ils sont revenus sur ça, ils ont essayé d'explorer encore et c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'évolutions sur Angular, les signals, les flows, des trucs qui changent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que pour avoir la résumabilité, il faut changer beaucoup de trucs qui vont casser, il faut se débarrasser de son JS, il faut avoir les signals. Et ils ont déjà commencé à faire ça, et leur but, c'est d'avoir la résumabilité après. Alors, oui, il y a Angular, par exemple, il travaille sur ça. Par contre, vous avez par exemple Astro. Mais Astro, c'est différent. Ce n'est pas de la résumabilité, mais c'est le partial hydration. C'est qu'on hydrate que des parties de notre application. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai ici. Est-ce que je l'ai? Ouais, voilà. Alors, non, je vais pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? Est-ce qu'on peut activer l'écran? C'est bon. Alors là, il y a une application pour montrer comment le web fonctionne. Par exemple, si on a des frameworks comme Angular, React, on veut l'exécuter, on a du SSR, on envoie browser downloads application JavaScript, mais il va tout exécuter. Là, on a essayé de faire du lazy loading. Et pourquoi on parle du lazy loading? Le problème du lazy loading ici, là, le framework, il envoie ce qui n'est pas en lazy loading. Par contre, il détecte qu'il y a des composants qui sont en lazy loading. Par contre, ils sont visibles. Il doit les télécharger, il doit les exécuter. Même si on les met en lazy loading. D'accord? Là, on a l'Islands. Alors, c'est quoi l'Islands Architecture d'Astro? C'est très, très simple. C'est que quand tu interagis avec un élément, il prend tout l'île. Ils ont divisé l'application en des îles. Alors, il y a des îles différentes. Là, quand tu cliques ici, il va télécharger, il va exécuter toute l'île. Là, quand tu vas cliquer ici, il va exécuter tout ça. Et là, quand on part chez Quick, en utilisant la résumabilité, quand tu interagis avec ça, tu n'auras que le JavaScript pour ça. Quand tu vas interagir avec ça, tu auras JavaScript de ça et ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison de data binding, d'un truc qu'on ajoute ici, qu'on doit l'afficher là-bas. Alors là, le framework, il comprend lui-même que tu as besoin aussi d'avoir l'autre élément. Là, quand tu cliques ici, il va télécharger que ça. Ici, tu vois, même soit parent, soit fils, ils s'en foutent, car tout est divisé en chunks en utilisant un truc qui s'appelle Quick Optimizer. Il est fait en Rust pour diviser tout le bundle.js en des chunks, pour avoir ce concept de résumabilité. Alors, est-ce que les autres, ils vont l'avoir? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui travaillent sur ça. Voilà, c'était ça ma réponse. Merci. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. Petite question, oui. Est-ce que du coup, par contre, ça doit générer des dizaines et des dizaines de requêtes quand on interagit avec le site? Est-ce que dans le contexte de la 3G, qui est assez lent dont vous parliez au début, ça fait pas vu que c'est des éléments dynamiques, ça fait pas des temps de chargement à chaque fois? Et vaut mieux peut-être attendre 10 secondes que le site charge complètement et qu'après il soit fluide? C'est pour ça que j'ai parlé du lazy execution et pas du lazy téléchargement. C'est parce que, comme j'ai dit au début, on télécharge tout ce qui est affiché, mais on ne l'exécute pas. On n'a pas ce coût d'exécution qui va impacter les ressources de ton matériel. C'est pour ça qu'on télécharge ce qu'on doit afficher. Par contre, on le stocke dans le cache. On ne l'exécute pas. Et là, quand l'utilisateur il interagit avec le bouton, on ne contacte pas le serveur. Pas du tout. On contacte service worker et on ramène le fichier nécessaire du cache et on l'exécute. C'est pour ça que ça sera encore plus intéressant si on a par exemple du 3G. Si on ne va jamais afficher la page contact, pourquoi on va télécharger? Car on ne va pas le télécharger. On va télécharger ce qui est nécessaire pour la page affichée et on va exécuter seulement ce que l'utilisateur a besoin. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Oui, j'aimerais savoir comment ça se passe derrière, parce que avec un framework tel que Angular, par exemple, tout est chargé en un bundle, c'est-à-dire un fichier en sortie, et c'est ça qui est déployé, on va dire. Mais maintenant, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y aura des micro-compilations ou alors, ça se passe comment? Oui, on a ce compilateur qui s'appelle Quick Optimizer qui va prendre toute l'application et il va chercher les $signs que je vous ai montrés. C'est avec ces $signs
comment on parle avec le compilateur. On lui dit, quand tu vois le $sign, tu prends. Là, c'est un fichier, c'est un chunk. Tu vois un composant, c'est un $sign. Alors là, on prend un chunk. Par contre, il y a même une ligne qui doit s'exécuter en lazy execution. Il voit le onClick, il voit le $sign. Le compilateur qui s'appelle Quick Optimizer qui fait avec Rust, il prend ce truc, il génère un nouveau fichier. Et là, il divise tout en fichiers au moment de build. Et quand vous déployez, vous aurez beaucoup de fichiers dans votre serveur, mais vous allez livrer seulement ce qui est nécessaire. Voilà. C'était ça ma réponse. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la période des questions. Merci. Merci Ayoub pour cette super présentation. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes. Merci.